Bien, on va commencer. Les personnes qui doivent nous rejoindre. Bien, donc on va faire un atelier sur le design. C'était Connected by Design. Normalement, nous devions accueillir également Jean-Louis Fréchin, qui malheureusement a eu un petit accident hier ou avant-hier. Hier, ouais, lundi soir. Un accident de scooter, donc il est retenu au lit. Et on a également quand même l'occasion de recevoir Caroline, donc de Lille Design, qui a porté la candidature de Lille Capitale Mondiale du Design, Capitale 2020, avec les services de la MEL, donc de la Métropole Européenne de Lille, et ce qui fait que nous avons gagné cette candidature face à de grandes villes mondiales, dont Sydney, parce qu'on était en shortlist entre Lille et Sydney. Nous avons un private joke, donc c'est pour ça. En tout cas, moi j'en suis ravi. Et comme l'IoT est souvent lié aussi avec le design, donc l'année dernière on avait fait déjà un premier atelier et on avait accueilli également Jean-Louis Fréchin sur l'IoT et le design. Et cette année on devait continuer sur les travaux de l'année dernière et aussi porter un focus particulier sur cette candidature capitale mondiale du design. Donc Caroline va pouvoir nous décrire tout le processus et également nous expliquer comment les uns et les autres, je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs autour de la table, pouvons participer, actionner, réfléchir sur cette candidature et sur les projets à venir. Donc Caroline, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, en effet, vous allez voir dans la description du projet, du processus, que le numérique va jouer un rôle tout à fait majeur si on veut arriver au bout de notre projet. Attendez, je me familiarise avec la... Voilà. Alors, d'abord, pour vous introduire ce qu'est une capitale mondiale du design, c'est porté par une organisation qui s'appelle la WDO, World Design Organization, qui jusqu'alors s'est appelée, jusqu'en janvier dernier, s'est appelée l'ICSID. Donc, j'ai oublié le mot. Ouais. Bon, en tout cas, l'ICSID, c'est for Industry and Societies. Donc, tout ça pour dire que cette organisation, créée à l'origine par Jacques Viennot, qui était le cofondateur français avec un Américain, avait pour vocation de développer l'esthétique au niveau de l'industrie, c'est-à-dire relancer l'industrie après-guerre grâce à l'introduction de l'esthétique. Le changement de nom de l'ICSID à WDO nous a laissé penser qu'on avait toutes nos chances parce que ça ouvrait la candidature à une vision beaucoup plus globale du design et pas seulement centrée sur la question de l'industrie et du développement industriel. Donc pas seulement sur le produit. Au sein de Lille Design, c'est aussi ce qu'on promeut depuis maintenant 4-5 ans, c'est la démarche design, donc sa vision globale, intégrant une dimension anthropologique, sociologique, ville, transformation du territoire, développement économique, sociétal et aussi environnemental. Et c'est vraiment tous ces aspects-là qui nous ont intéressés et qui nous ont du coup conduit à déposer cette candidature. On n'était absolument pas attendus. Quand je dis nous, c'est-à-dire pas seulement la métropole, mais aussi la France, parce que la France n'est pas tout à fait dans la map de la recherche notamment et des grands enjeux du design aujourd'hui, étant plutôt cantonnée justement traditionnellement au design industriel, design produit et aux arts décoratifs. Donc c'est vrai, quand on parle design au commun des mortels, on pense plutôt au presse-citron de Stark qui ne fonctionne pas très bien, ou on pense à un mobilier qu'on ne peut pas forcément s'acheter. Or, la démarche que nous, on essaye d'appliquer dans ce cadre-là, c'est une démarche beaucoup plus englobante et beaucoup plus qui a un enjeu d'accompagnement du changement et de développement de territoire. Alors, peut-être quand même, si j'arrive à passer... Qu'est-ce qui peut m'aider ? Tu sais, toi, Victor, comment parce que je voudrais juste vous montrer le film de la WDO pour que vous ayez l'historique de toutes les villes qui ont été capitales mondiales du design jusque-là. Ça a démarré en 2008 avec Turin. Puis, il y a eu Séoul, Helsinki, Cape Town, Taipei et 2018, Mexico. Donc, vous voyez, ce sont toutes des villes qui sont capitales de grandes villes, de pays. Ce sont toutes des capitales. Nous sommes la seule ville à ne pas être une capitale. Et on s'est battu pour dire que ça n'était pas Lille qui était capitale mondiale du design, mais bien la métropole, un territoire et donc 90 villes.
C'est un enjeu majeur aussi par rapport à l'évolution de la WDO et l'évolution de comment le monde s'organise en communauté urbaine réunissant plusieurs villes et non pas seulement une seule ville qui met en avant sa capacité à développer le design comme l'a fait Sydney. Sydney, c'est une ville l'Australie, ça fait 2 fois qui candidate. Le porteur de la candidature de Sydney est un ancien président de la WDO qui maintenant est sénateur. Et donc, on s'est dit, voilà, soit c'est un projet politique et c'est déjà verrouillé et c'est Sydney qui l'aura, soit c'est un projet où le jury joue réellement un rôle d'expertise et auquel cas, vu la candidature qu'on a proposée, et je vais vous expliquer laquelle, on a nos chances parce qu'on a vraiment fait le pas de côté et qu'on n'a pas proposé un programme, mais vraiment une posture expérimentale et innovante. Donc voilà, peut-être en quelques minutes, comment la WDO se présente. Vous voyez qu'on est loin du développement du design industriel. Donc on a aujourd'hui, en devenant capitale mondiale, on est aussi membre de l'organisation qui compte environ 150 membres. Et on a la chance d'avoir parmi les membres français Gilles Rougon, qui est designer intégré chez EDF et qui vient en plus d'être nommé trésorier. Qui dit trésorier dit après vice-président et ensuite président. Donc il est trésorier jusqu'en 2019 et ensuite il sera vice-président. Donc on sera particulièrement bien accueillis et enclin à pouvoir tisser des partenariats avec non seulement l'organisation mais aussi tout ce réseau mondial si on avait besoin d'ouverture à l'international. Alors, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance ou d'appréhension du design. Pas très élevé, d'accord. Donc, juste peut-être en 2 slides, je voulais juste vous donner quand même une idée de ce qu'on cherche à promouvoir au travers du design. Donc, le design est créateur de valeur, ça c'est certain. S'il ne l'est pas, c'est qu'on a raté notre mission. Là, vous avez des exemples assez emblématiques et que vous connaissez bien, dans lesquels vous pouvez du coup vous retrouver. L'ingéniosité d'IKEA, on sait par exemple que la Billy, tout le monde a eu une Billy un jour dans sa vie d'étudiant. La Billy, elle a été créée démontable parce que celui qui l'avait créée n'arrivait pas à la déplacer et la faire rentrer dans sa voiture. Et là, ils se sont dit, il y a un problème, il faut être ingénieux et mettre en place des modes d'emploi pour que tout un chacun puisse remonter cette étagère qu'on va acheter en kit. Évidemment, c'est créateur de valeur pour un mieux vivre, notamment dans tous les équipements collectifs, mais aussi, et c'est ce qu'on va développer avec la métropole européenne de Lille, au niveau de tous les services publics.
C'est aussi un business model. Quand on voit Deco, tout le mobilier urbain signé Deco, que vous trouvez dans les villes dans le monde, est en fait financé par Deco grâce à la publicité que portent les abribus. Donc une ville qui veut s'équiper d'arrêts de bus, de vélos, etc., que propose Deco, c'est gratuit sur l'équipement et sur la maintenance, parce que Deco se fait financer par la publicité. Donc c'est un modèle économique assez intéressant. Bon, Uber sur les services, Fabrica, c'est Benetton qui a porté ça et qui avait besoin de faire la promotion de son entreprise et qui a créé Colors. Et de Colors est née une agence de communication interne à la marque. Et autour de ça, ils se sont dit, mais on va tourner en rond à avoir juste nos talents. On va faire venir les meilleurs talents du monde de moins de 25 ans qui portent des projets. On va les accompagner dans leurs projets et eux, ils vont nous accompagner dans les commandes qu'on reçoit en tant qu'agence de communication. Donc c'est gagnant-gagnant et c'est que du niveau de l'excellence. Et ils sont logés dans un ancien bâtiment Renaissance qui a été entièrement rénové par Tadao Ando. C'est la première architecture de cet architecte japonais en Europe. C'est absolument admirable. Donc les résidents sont logés en ville et en fait, ils viennent travailler sur ce site qui est assez éloigné de leur logement. Donc ils y passent la journée et ils sont d'autant plus productifs. Bon, après, il y a l'éco-conception, par exemple. Ça n'est pas seulement créateur de valeur pour l'entreprise, ça l'est aussi je reviens un petit peu en arrière, ouais, c'est vrai, j'ai un peu raté cette diapo-là. Donc pour les entreprises, la valeur ajoutée, elle est dans être plus compétitif, se diversifier, se différencier et surtout mobiliser l'ensemble des salariés. Ça, c'est une dimension qu'on n'imagine pas quand on parle de design. Mais en fait, ce qui est aussi important avec tous les interlocuteurs qu'on rencontre aujourd'hui pour les motiver à porter un projet pour 2020, l'idée, c'est que le design, c'est pas seulement le produit, c'est vraiment toute la chaîne de valeur. Et c'est d'abord comment l'entreprise ou la collectivité s'organise pour être le plus efficace possible, sortir des silos et du coup aller vers un but commun, ce qu'on peut appeler le design management. Pour donner un exemple sur l'idée de l'expérimentation, et j'aime bien cet exemple de Dyson, l'idée que pour produire un aspirateur sans... Je vois que vous faites un petit sourire. Oui, mais c'est pas pour ça que j'ai pris l'exemple. J'ai pris cet exemple parce qu'il y a 5127 prototypes pour l'aspirateur sans sac. Tout ça pour dire que nous qui allons mettre en place des expérimentations et des prototypes sur notre territoire, on va en faire. On va peut-être pas en faire 5000 pour chaque solution, mais l'idée c'est aussi d'être dans cette expérimentation-là. L'idée c'est aussi que le design soit pas seulement créateur de valeur pour les entreprises, mais soit surtout au service des citoyens et créateur d'une meilleure qualité de vie. Et ça, la capitale mondiale du design, elle doit vraiment aboutir à cette dimension-là, c'est-à-dire on n'est pas là que pour booster la compétitivité de nos entreprises, on est vraiment là pour changer le cadre de vie des habitants. Là, on a donné aussi quelques exemples. La ruche qui dit oui, qui était un projet qui a été créé par un designer de l'ENSI, comment rapprocher les producteurs et les consommateurs. Brigade du Nord, qui est un projet qui a été lauréat de Design for Change et qui accompagne des patients dans un EHPAD à Lille pour rendre leur vie un peu plus stimulée par, justement, autour de la cuisine, par des chefs, des restaurateurs qui viennent aussi partager des repas et faire la cuisine avec eux. Le projet des nouveaux commanditaires qui sont aussi portés par des citoyens, financés par la Fondation de France, ou encore le passe-passe que vous connaissez bien. Alors, les spectres d'application du design sont effectivement très très larges. On en a identifié 4 grands champs: les usages, le positionnement d'une marque, parce qu'une fois qu'on a créé le produit, il faut savoir le vendre, le processus, et c'est là où on est très raccord avec la capitale mondiale du design, parce que ce qu'on propose, ça n'est pas un programme, mais c'est un processus qui va aboutir à un produit et qui va pouvoir être montré en 2020. Alors, le design crée un langage commun. C'est pour ça qu'on a basé tout notre positionnement de candidature sur les POC, les Proof of Concept, qui est un terme que les entreprises appréhendent dans leur langage commun, plutôt que prototype. Parce que quand on dit prototype, c'est vraiment trop lié au monde du design. Et on s'est dit, il faut être plus proche de ce que ceux qui vont porter les projets puissent comprendre. Et là, on a proposé
pour se différencier des autres villes qui allaient être candidates, puisqu'on savait qu'il y aurait des villes de haut niveau, on a proposé non pas juste les grandes idées d'un programme, mais vraiment de dire, voilà, on n'est pas forcément la ville ou le territoire qui a le plus de choses à démontrer au niveau des réalisations en design. En revanche, la transformation de ce territoire a déjà opéré. On peut le voir au niveau de l'architecture, on peut le voir au niveau de sites d'excellence, notamment de requalification d'anciennes usines textiles qui ont fait l'objet, d'une part, d'un aménagement de haute qualité, mais aussi sur l'ensemble du quartier, pas seulement sur le site d'excellence. Et ça, je pense que Euratechnologie, par exemple, est un bon exemple. On voit bien comment Fifkai est aussi en train de transformer l'intégralité du quartier. Donc c'est aussi ça qui est en jeu. C'est pas juste le site d'excellence. Et on a pu vraiment le montrer. On veut qu'il soit centré sur l'humain dans le sens où cette capitale mondiale n'est pas portée par une petite équipe de programmateurs, elle est portée par l'ensemble des protagonistes de la métropole. Les entreprises, start-up, industrielles, les collectivités, l'AMEL en étant la première à elle-même s'appliquer la démarche design pour pouvoir être emblématique auprès des autres communes, mais aussi voilà, les villes peuvent se positionner, les centres de formation recherche qui sont à la fois en capacité de porter un projet expérimental qu'on appelle le POC, mais aussi d'être ressource pour d'autres projets avec des chercheurs qui peuvent travailler sur dans cet écosystème, un autre projet. Les infrastructures culturelles qui sont là, effectivement, pour présenter des expositions et les résultats de ces POC, mais pas seulement un parcours visiteur au sein d'un musée, c'est aussi une expérimentation que l'on peut mener au niveau du design. Et les citoyens qui sont à la fois les salariés de l'entreprise, des collectivités ou des étudiants dans les centres de formation. L'objectif aujourd'hui, c'est d'abord de faire émerger auprès de l'ensemble de ces cibles des projets qui sont déjà en cours et qui ont des chances d'aboutir d'ici 2020. Dans le cadre de la capitale mondiale du design, pour devenir un des participants ou un de ceux qui va faire cette capitale, on devient POC à condition de signer un protocole d'accompagnement en design, à la démarche design, que va mettre en place la République du design. La République du design, elle n'est pas républicaine, elle est un hommage à Jacques Viennot, qui avait donc créé Lixid, et qui, Lixid a fêté son 60e anniversaire cette année. Et pour envoyer des signaux positifs à l'organisation, on leur avait dit, 60e anniversaire, c'est un Français. Il avait créé la République des Arts avec un consortium d'experts, anthropologues, artistes, designers, mathématiciens. Et nous, on va faire pareil. Le design n'est jamais meilleur, le designer n'est jamais meilleur que quand il est entouré. Donc, on va créer un consortium d'experts qui vont nous aider à identifier ces protocoles et justement à accompagner tous les acteurs avec des outils, des méthodologies, une capacité aussi, un potentiel du fait de porter un projet, de rentrer du coup dans l'ensemble de cet écosystème et d'être potentiellement aidé par d'autres acteurs de cet écosystème, mais aussi potentiellement en capacité d'accompagner d'autres projets. Donc en gros, notre projet, c'est dresser un cadre d'accompagnement en design, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien la démarche, grâce à ces experts, d'évaluer quels sont les livrables dont on aura besoin d'ici 2020, quelle est la traçabilité de l'expérimentation pour qu'on puisse après dire voilà comment ça a fonctionné, voilà comment notre territoire s'est transformé par le design, parce que l'objectif c'est que parmi les 1000-2000 POC qui vont émerger, de Madame Michu à un grand industriel ou aménageur sur un quartier, comment on va en sélectionner une centaine, on va remettre des POC Awards et ces 100 POC vont devenir la vitrine de l'excellence de notre territoire transformée par le design. Ça, c'est un peu l'objectif. Donc, pour que ça soit facile à comprendre, en gros, on transforme la métropole, les 90 communes, en une grande agence de design dont chacune des cibles est potentiellement un porteur et un acteur accompagné par le design. On réussira que si tous les acteurs qui ont porté des projets ont suffisamment intégré la démarche design pour qu'au-delà de 2020, cette démarche soit effectivement une valeur ajoutée dans leur process et perdure. Si la démarche ne perdure pas, ça va faire flop et on aura fait un événement, on aura dépensé de l'argent, on aura dépensé beaucoup d'énergie, on sera épuisé, on n'aura pas réussi. Donc l'objectif, c'est vraiment d'enraciner le design, un peu comme Decathlon a
intégrer une agence au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a 250 designers chez Decathlon. Comment notre territoire intègre le design pour petit à petit se transformer et en faire sa ligne de conduite pour la suite. Voilà, ça termine par la grande phrase de Victor, Let's Spoke Together. Donc, je vous invite aussi à porter des projets. Qu'est-ce qui se passe en 2020 ? On a obligation, dans le cadre de notre contrat, puisqu'on a un contrat de 30 pages qui nous lie à la WDO, de répondre à un certain nombre d'événements. Il y en a 8 qui sont chartés par eux, avec des formats différents. Ces 8 événements, on les a regroupés, nous, en 3 temps forts. Un temps fort à l'ouverture, en décembre 2019. Un temps fort au printemps-été, 21 mars, 21 septembre. Et un temps fort à l'automne. Premier temps fort, qu'est-ce que le design ? Il faut que ceux qui n'auront pas porté d'époque puissent aussi appréhender le design, le comprendre, mais en le vivant et en l'expérimentant. Donc on est sur un format d'événement qui va durer un week-end et qui oscille entre les portes ouvertes, donc on peut aller chez des designers, on peut aller dans les entreprises, et aussi un peu la maker faire. On est en train d'essayer d'évaluer comment on va pouvoir mettre en place cet événement, et on va pouvoir aussi partager avec le grand public ce qui aura été expérimenté précédemment. La deuxième saison, donc printemps-été, c'est tous les POC qu'on aura tous portés. On devra les mettre en test auprès du public, avec des imperfections, avec des projets plus ou moins aboutis, mais l'objectif, c'est qu'on puisse les tester et voter pour tel ou tel POC, avec évidemment une grille d'analyse pour aider au vote. Puis la troisième saison, c'est vraiment comment on invite l'international à partager des expériences pour comprendre comment ça se pratique, comment le design se pratique dans d'autres pays, sur d'autres champs que les nôtres, et comment on peut croiser avec ce que nous, on aura porté. Voilà, c'est à peu près ça qui se dessine, avec fin 2020 un bilan. On va, comme on le fait pour une démarche design, analyser ce qu'on aura réussi, raté, fait évoluer pour produire un film qui s'appellera le POC de A à Z, qui est une référence à Gilles Deleuze, vous savez, le philosophe, qui a, avec l'abécédaire, essayé de définir la philosophie en 26 concepts. Comme cette question de qu'est-ce que le design revient systématiquement, et même les designers se la posent sans cesse, et que le design ne peut pas se définir juste en une phrase. Il est ci, il est ça, etc. On s'est dit 26 concepts, ça allait nous aider, et ces 26 concepts seraient illustrés par quelques-uns d'époque. Ça veut dire qu'on aurait un outil comme ça à présenter au monde entier pour montrer comment le design aura effectivement transformé le territoire. Donc voilà, c'est un projet très ambitieux, on vise vraiment l'excellence, on veut réussir et on veut que ça soit le design. C'est un peu périlleux parce qu'aujourd'hui, il y a des bribes de projets, mais il y a rien de démarré. Voilà, on va commencer à créer un comité d'organisation en janvier pour essayer de mettre tout ça en musique. Et c'est là où le numérique va jouer un rôle très important parce qu'on va se retrouver à devoir accompagner et gérer une multitude de projets. Et si on ne veut pas faire un programme qui est juste une liste à l'après-vert, et si on veut que chacun puisse effectivement tirer le meilleur de ce réseau, parce que qu'est-ce qu'on fait finalement ? On crée un énorme réseau avec des compétences multiples qu'on veut mettre en commun. Donc on crée une base de commun pour développer et accompagner nos projets. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Donc hier, par exemple, on a vu Dassault Systèmes qui a des outils numériques qui peuvent nous aider et accompagner cette gestion de tous les POC. Aujourd'hui, on cherche la gouvernance pour être le plus habile possible, perdre le moins d'informations et surtout pas se noyer dans cette multitude de projets. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je pouvais vous dire sur le sujet. C'est un projet en devenir, c'est un projet en construction. On teste des choses, on est aussi nous-mêmes en gros, la capitale mondiale du design, c'est s'appliquer une démarche design, la tester et voir où on va. Donc on a beaucoup d'incertitudes. Quand la presse nous dit alors c'est quoi votre projet, vous allez faire quoi ? Ils sont souvent déçus parce qu'on n'a pas grand-chose à énumérer d'autre que on va s'essayer et on verra après. Voilà où on en est. Donc on a besoin des forces vives qui sont ici, qui sont volontaires pour contribuer à faire de cette capitale mondiale un succès. Allez-y pour toutes les questions, il n'y a pas de...
qu'on enregistre. Donc, du coup, moi j'ai une question qui vient tout de suite, c'est même si le projet lillois pour 2020 n'est pas totalement défini, enfin on ne peut pas vraiment savoir concrètement ce que ça va être encore, mais est-ce que vous avez déjà un retour où vous nous expliquez pour une autre capitale précédente ce que ça a pu donner pour essayer d'avoir un exemple de ce que ça pourrait être pour Lille? Alors, ce qu'on a pu voir des autres capitales, c'est effectivement la base des 8 événements qui sont voilà, plus ou moins calibrés. Par exemple, Mexico, ils ont regroupé ça aussi en 3 grands temps forts, mais c'est très court. Par exemple, leur premier temps fort, c'est 5 au 7 mars. Donc, la saison suivante, c'est 10 jours, et la troisième, c'est 2 semaines. Donc, pour eux, la face immergée de ce qu'ils vont montrer est quand même relativement limitée. Nous, on a envie que ça soit toute l'année et que ça soit très perceptible. On veut qu'il y ait une empreinte forte aussi sur la ville. Sur la ville, sur les lieux de vie, sur que ça soit aussi la fête, pas que voilà, le design, c'est aussi manger, c'est aussi partager, c'est pas que fabriquer des produits hyper high-tech, etc. Alors oui, sauf que l'île 2004, c'était vraiment une programmation, alors que nous, ce qu'on va montrer, c'est ce qu'on aura expérimenté. Ça, c'est sûr. Après, on va rajouter, par exemple, on se dit, est-ce qu'on ne fait pas un grand banquet le 14 juillet parce que ça permet d'associer... En fait, chaque projet doit être le prétexte à mettre autour de la table, en mode projet, les forces du territoire pour les faire travailler ensemble et apporter quelque chose de différent. Donc ça doit être toujours un pas de côté et ça doit être toujours en lien avec l'ancrage local, ce qui fait notre territoire. Donc par exemple, on imagine des choses avec la Redoute, hein, pas parce que c'est une grande entreprise, mais parce que la vente par correspondance, c'est un marqueur du territoire. Donc on s'appuie comme ça sur des éléments qui sont identitaires, on pourrait dire, pour voir comment qu'ils ont nos forces, nos points forts, pour voir comment on peut les porter plus loin et s'appuyer dessus pour donner une lisibilité au projet. Après, on voit par exemple la ville de Helsinki, elle a engagé un chief designer au sein de la ville, Anne Sternos, qui est aujourd'hui, il n'y a plus une action, une commande, un appel d'offres ou quoi que ce soit à l'initiative de la ville qui n'intègre pas du design. Dans les marchés, dans la conception, dans la manière de penser, dans la gestion interne de l'équipe de la ville, etc. C'est aussi ça qu'on vise. C'est-à-dire qu'on sorte de ces éternels silos, qu'on sorte de ces catégories qui enferment les choses et qu'on soit beaucoup plus dans une gestion, ce que disait Dassault hier, c'était assez beau, elle décrivait la plateforme en disant c'est de la conception fluide. Moi j'aurais dit organique, c'est-à-dire ce qu'on est en train de créer, c'est une machine qui respire, qui va se transformer, qui va devenir. Et au-delà de 2020. Donc 2020, c'est juste un moment de partage, de bilan par rapport à ce qu'on aura essayé de mettre en place, mais c'est en aucun cas une finalité. Ce qu'on veut, c'est commencer à dresser l'embryon d'un projet, d'une métropole qui est organique et qui est en devenir, et qui se transforme. Et c'est aussi un effet accélérateur. S'il y a d'autres questions, je commence. Jean-Paul. Vous nous avez dit ce que le numérique pouvait apporter au design. Qu'est-ce que vous pensez que le design peut apporter au numérique en général et à la Smart City en particulier? Merci. Je n'ai pas réponse à tout, mais intuitivement et personnellement, je ne dis pas que c'est la réponse du design, c'est en tout cas ma réponse. Je pense par rapport à la Smart City, le numérique, c'est un outil et que le design, c'est un usage. Donc je pense que les deux ensemble... ça peut produire des meilleures choses. C'est-à-dire juste l'outil sans savoir pour qui. Et la Smart City, c'est bien la Smart City pour des habitants et pour des utilisateurs. Et le design peut aider dans aussi l'analyse du comportement, l'empathie, l'intégration de l'utilisateur très en amont de la chaîne de valeur à faire avancer, je pense, la Smart City. Après, c'est des choses qu'il faut tester. Aujourd'hui, on a vu une entreprise qui était très intéressante dans une ruche qui s'appelle Hyper. En gros, ils sont totalement dans une démarche design. C'est-à-dire ils testent des choses, ils n'ont aucune certitude. Parfois, ils se prennent un peu pour des bisounours, ils se disent ça ne va pas vraiment marcher notre offre. Ils vont voir des commerçants et ils leur disent, voilà, si vous voulez faire de la livraison de vos produits,
Nous, on vous propose que ça soit des habitants qui fassent la livraison parce qu'ils s'inscrivent sur notre plateforme et que volontairement, pourquoi pas passer par là, ils prendront une commission, mais vous savez que vous avez une livraison habile et assurée. Ben, ça, typiquement, ils le testent sur le fleuriste, après ils le testent sur l'hypermarché, et puis après ils se disent, bah, tiens, aujourd'hui, il faut avoir une voiture. Je dis, mais aujourd'hui, la ville, elle doit être plus douce, donc pourquoi pas le vélo? Il dit, ouais, mais le fleuriste, faire livrer son bouquet en vélo, c'est pas garanti. Il le teste, il voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ok, il l'intègre. Il voit des profils de personnes, d'habitants. Il nous racontait une histoire assez drôle. Il y avait un habitant voilà, qui avait plus de boulot, mais qui avait envie de se réintégrer dans une dynamique, revoir des gens, etc. Mais il lui reste que 2 dents. Donc c'est anecdotique, mais il s'est dit, est-ce que ça, c'est l'image de mon entreprise? C'est le livreur, si on peut l'appeler comme ça, il l'appelle shopper, qui a le plus de succès. Il a systématiquement 99 points en succès auprès à la fois de celui qui veut livrer et celui qui reçoit. Donc c'est aussi comment on sort des a priori et on sort justement, ils ont commencé par faire des chartes infinies pour être sûr de se border, de se blinder, que le bouquet allait pas être volé, etc. Là ils se disent ok, on prend une part de risque, on joue sur la confiance, petite échelle, on teste et on voit. Et là aujourd'hui ils sont 8 salariés. Donc c'est assez... Voilà, ça, on est vraiment là proche d'une démarche design. Je me suis un peu éloignée du numérique, mais le design, c'est quand même d'abord et surtout intégrer l'utilisateur.